du coup de la partie grand 2. En fait, ce qu'on a vu dans le grand A, c'est l'induction des grands territoires. C'est-à-dire qu'on a vu comment se passait l'induction du mésoderme et ensuite comment on régionalisait, comment on induisait, on déterminait les différentes régions de ce mésoderme, hein, comme par exemple la corde, comme les somites, comme les pièces intermédiaires et comme les lames latérales. Les pièces intermédiaires, parfois on les a considérées, parfois on les a pas considérées. Hein. Les trois grands domaines, c'est cordes, sommites et pièces latérales. Maintenant, on va voir, au sein du coup de ces grands ensembles, hein, et de ces grands sous-ensembles entre guillemets, on va voir comment est déterminée l'identité des cellules, hein, l'identité de la position des cellules au sein de ces grandes régions, hein, grâce notamment au profil d'expression de gènes qu'on appelle sélecteurs. Hein, on va voir, ce sont des gènes homéotiques. Nous, on va travailler en fait non pas sur les lames latérales, non pas sur la corde, hein, mais on va travailler sur les somites. Et on va voir notamment qu'intervient en fait lors de cette détermination des somites, hein, des différents types de somites, les gènes homéotiques OX. Et on va voir justement que ces gènes homéotiques OX vont intervenir selon l'axe antéro-postérieur. Alors, la détermination des somites est acquise d'abord avant leur individualisation. Donc, je suis à la diapositive 95. Hein, en fait, au tout début de l'organogénèse, on va avoir simplement deux manchons, deux cylindres de cellules qui encadrent en fait le tube neural et la corde. Et il s'agit du mésoderme présomitique qui vont donner les futurs somites. Alors, ce qui va se passer, c'est que du coup, au cours de cette organogénèse, on va voir apparaître, donc là, vous avez une coupe transversale et on voit en fait un bloc 3D. Hein. Donc aussi, on a le tube nerveux, enfin le tube neural plutôt ici, la corde, et de part et d'autre, deux énormes cylindres, deux énormes manchons de mésoderme présomitique. En dessous, on a l'endoderme avec sa cavité qu'on appelle l'arc entéron, hein, la future lumière du tube digestif. Et le tout est recouvert par une couche cellulaire qu'on appelle l'ectoderme. Là, maintenant, je vais regarder au-dessus, c'est-à-dire je vais regarder depuis le haut, comme ça, et je regarde du coup au-dessus, donc je suis dans une vision dorsale, entre guillemets, hein, et du coup, ici, j'aurai l'avant, ici, j'aurai l'arrière, et ici, du coup, j'aurai du coup ici la droite, et ici la gauche. Et on voit du coup ces deux manchons. Alors en réalité, c'est un seul et même manchon puisqu'il y a une continuité. Et on voit du coup ces deux manchons de mésoderme présomitique. Et au cours de l'organogénèse, en fait, il va y avoir une individualisation, hein, une segmentation de ces deux manchons. Qui va donner du coup des paires de somites. Et quand on regarde cette individualisation, des somites, cette segmentation du mésoderme présomitique, il débute d'abord par l'avant de l'animal et il se poursuit comme ça vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle la somitogénèse, la formation des somites. Alors, quand on revient à notre coupe de tout à l'heure, une fois que la somitisation, enfin la formation des somites a été effectuée, il va y avoir ensuite, il va y avoir une régionalisation de ces somites. Hein, donc là, on voit, regardez, hein, qu'on n'a plus affaire à un manchon, hein, de chaque côté, mais on voit bien qu'on a des paires d'éléments comme ça, hein, des paires qui se répètent, hein, des paires de somites. Et quand on regarde à l'intérieur des somites, on voit apparaître trois régions. Hein. Une région dorsale, hein, donc la plus proche de l'ectoderme, c'est le dermatome, hein, et ce sera le futur du coup derme dorsal. Une région qui est entre les deux, qui s'appelle le myotome et qui donnera la future musculature squelettique axiale. Et enfin, une partie qui est plus ventrale, plus du côté du coup de la corde,
et de l'endoderme. Et il s'agit en fait du sclérotome qui va donner le futur squelette axial, c'est-à-dire le crâne, les vertèbres et les côtes. Donc ça, il faut savoir faire un schéma du coup en 2D hein, de cette organisation et notamment de la régionalisation dorso-ventrale de ces somites. Alors, quand la question c'est ces somites en fait, le sclérotome va donner notamment les vertèbres et donc la colonne vertébrale. Et d'ailleurs, si on regarde la colonne vertébrale d'un animal, comme par exemple ici un poulet, eh ben on se rend compte qu'il y a effectivement, on garde cette trace de métamérie. Hein. Vous vous rappelez la notion de métamérie, on l'avait vu en fait quand on avait étudié notamment les arthropodes, on avait vu que le corps était formé d'une succession de segments. Et ben nous, notre corps n'est plus formé en une succession de segments. Néanmoins, on garde la trace de cette métamérie, notamment au niveau de la colonne vertébrale, puisqu'on a une succession de vertèbres. Hein. Et cette succession de vertèbres, eh ben, elle est héritée finalement de ces somites, hein, de cette individualisation du mésoderme présomitique qui a donné comme ça une succession de paires de somites. Alors, quand on regarde ces vertèbres, eh ben, ces vertèbres, elles ne sont pas toutes identiques. Hein. On a à l'avant des vertèbres cervicales qui sont un petit peu différentes des vertèbres qu'on trouve après hein, et qui sont du coup les vertèbres thoraciques et qui, elles, qui sont très facilement identifiables parce qu'elles portent des côtes. Hein. Elles ont des prolongements qu'on appelle du coup des côtes. Ensuite, elles sont encore différentes, c'est des vertèbres thoraciques, des vertèbres qu'on va trouver un peu plus postérieurement, qui s'appellent du coup les vertèbres lombaires, hein, celles qui sont au niveau de l'abdomen. Puis ensuite, on va trouver les vertèbres en fait sacrées et les vertèbres caudales, hein, quand il y a la présence d'une queue chez un animal. Donc pas toujours présente, hein, selon les classes, les groupes de vertébrés. Alors, ça veut dire que du coup, eh ben, quand j'individualise mes somites, en fait, il va y avoir une détermination de ces somites selon qu'ils soient placés, hein, c'est un somite, c'est masculin, selon qu'ils soient placés plus à l'avant, enfin à l'avant, un peu moins à l'avant, au milieu, un peu à l'arrière ou en arrière. Et selon leur position, eh ben, ces somites, et notamment au niveau du sclérotome, ne donnera pas du coup les mêmes vertèbres. Hein. Si le somite en fait est situé à l'avant, eh ben, le sclérotome il donnera du coup des vertèbres cervicales, alors que si les somites sont situés à l'arrière, eh ben, le sclérotome donnera du coup des vertèbres caudales. Hein. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a une détermination comme ça des somites d'avant selon l'axe antéro-postérieur, et selon cette détermination, eh ben, on ne formera pas du coup tout à fait les mêmes organes. Par exemple, pour le sclérotome, ben, on va pas former les mêmes vertèbres. Alors, quand est-ce qu'a lieu du coup cette détermination? Eh ben, cette détermination, on peut mettre en évidence qu'elle a lieu très précocement et même avant l'individualisation des somites. Donc ici, en fait, on a fait une expérience sur des embryons de poulet. On a pris un embryon de poulet qui était au stade 9 somites, hein, entre 9 et 10 somites individualisés. C'est un embryon qui est daté de 33 heures et on lui prélève en fait un morceau du mésoderme présomitique. Donc on voit bien qu'on va chercher, on va prélever dans une zone qui n'a pas été encore individualisée, enfin où les somites ne se sont pas segmentés, le mésoderme présomitique ne s'est pas segmenté, autrement dit les somites ne se sont pas individualisés, et on prend un petit morceau ici, hein, dans cette zone-là, donc on voit bien que on est au niveau de ça donnerait sûrement la 12e ou la 13e paire de somites, et on va le placer tout à l'avant, hein, on va le greffer ici, tout à l'avant du coup d'une zone d'un embryon qui est moins avancé, hein, puisqu'il a simplement 4 paires de somites, hein, donc autrement dit, il n'est qu'à 27 heures hein, du développement embryonnaire. On laisse se développer du coup cet embryon jusqu'au 9e jour du développement. Et là, on voit qu'il y a une sorte d'aberration
hein, dans sa colonne vertébrale, puisque au niveau, en fin de compte, de la zone des vertèbres cervicales, des vertèbres du cou, eh ben, on a la présence en fait de vertèbres thoraciques, hein, puisqu'il y a la présence de côtes. Hein. Et on voit d'ailleurs que les côtes ne sont que d'un seul côté, puisqu'on a prélevé ici que d'un seul côté. Donc ça veut dire que le greffon, hein, alors que les somites n'étaient pas encore individualisés, hein, alors que le mésoderme présomitique n'était pas encore segmenté, et mes tissus, mes cellules, elles étaient déjà déterminées. Elles étaient déjà déterminées à donner des vertèbres thoraciques et non pas des vertèbres ici cervicales. Je les ai mis au niveau de la position des vertèbres cervicales, mais ça n'a pas donné des vertèbres cervicales, donc elles étaient déjà déterminées à donner des vertèbres thoraciques. Donc ça veut dire que la détermination des somites, hein, c'est-à-dire en gros, est-ce que les somites vont donner des organes de l'avant de l'animal ou de l'arrière de l'animal, et ben cette détermination elle a lieu très précoce, de façon très précoce, avant même l'individualisation des somites, avant même en fait la segmentation du mésoderme présomitique. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Pas de questions? Alors on va passer du coup à la deuxième partie et on va parler justement, on va commencer à parler des gènes homéotiques avec tout d'abord des mutations hein, qu'on appelle des homéoses, enfin qui produisent du coup des homéoses. Alors les homéoses, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'apparition d'une structure d'aspect normal à un endroit anormal sur l'animal. Par exemple ici, j'ai une drosophile normale, hein, une drosophile sauvage, et là regardez, j'ai une drosophile, mais vous voyez bien que ici, en fait, qui est le thorax de la drosophile, eh ben on voit que mon animal, il a finalement deux fois, on a l'impression d'avoir deux thorax, hein, d'où ce nom de bithorax. Et d'ailleurs, on voit que au lieu d'avoir une seule paire d'ailes et ici des balanciers, hein, et ben là cette fois-ci, il a deux ailes et de nouveau deux ailes et non plus de balance. Il n'a plus de balance. En fait, on a l'impression en fait que le troisième segment thoracique, et le troisième métamère thoracique s'est transformé comme un métamère, comme un deuxième métamère, et donc du coup ça a donné cette deuxième paire d'ailes. Donc ici, hein, on est sur une mutation. On voit bien que notre drosophile elle est anormale, mais c'est pas on n'a pas un corps. Enfin, il n'y a pas par exemple une paire d'ailes qui serait difforme, on n'a pas une patte qui serait difforme, on n'a pas une couleur qui serait anormale. Tout est normal, sauf que un élément du corps qui est surnuméraire, qui est en plus hein, et qui n'est pas à la bonne position. Autre exemple, ici ce sont les drosophiles antennapédia. Hein, donc ici on a une drosophile, un profil avec ici l'œil, et ici on a les courtes antennes, hein, de toutes petites antennes. Hein, qui sont ici. Et si on regarde notre drosophile antennapédia, eh ben c'est pas une antenne qu'elle a, en fait c'est une patte. Hein. On voit d'ailleurs les différents segments hein, de cette patte hein, qui sont exactement les mêmes que celle-ci. Donc là c'est pareil, hein, on n'a pas affaire à une antenne anormale, hein, on a affaire en fait au remplacement d'un élément du corps par un autre. C'est l'élément qui vient remplacer un aspect normal, mais il est juste pas à la bonne position. Donc quand on a justement une structure d'aspect normal qui a un endroit anormal, et ben on appelle ça du coup une homéose. Et en fait, cette homéose, elle résulte en fait d'une mutation sur un gène homéotique, hein, sur des gènes homéotiques. Alors, ces gènes homéotiques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, ce sont des gènes qu'on va appeler des gènes architectes. Même à la fin, on va les appeler des gènes sélecteurs. Hein. Et en fait, ce sont des gènes qui déterminent l'identité des segments de l'organisme selon l'axe antéro-postérieur, hein, dans le cas qu'on a étudié, mais ça pourrait être aussi selon l'axe dorso-ventral. En fait, ils vont contrôler l'expression des gènes, l'expression de gènes qui vont permettre de former en fin de compte ces parties, et ces gènes qui vont intervenir lors de l'organogénèse sont appelés du coup des gènes ouvriers.
Donc ça veut dire que ici, ma drosophile, eh ben, au niveau des cellules qui devaient devenir en fait les antennes, eh ben, on a eu des gènes homéotiques qui permettent de contrôler la formation d'une patte qui se sont exprimés et non pas ceux qui permettent la formation d'une antenne. Et ça a du coup déclenché l'expression des gènes qui permettent la formation des pattes et non pas la formation des antennes. Donc là, en fin de compte, on a exprimé des gènes homéotiques qui s'expriment normalement dans le thorax et qui donnent du coup des pattes. Et là, il s'est exprimé à l'avant et ça a du coup réprimer les gènes ouvriers qui sont responsables de la formation des antennes, et ça a activé finalement les gènes ouvriers qui sont responsables de la formation des pattes. Est-ce qu'il y a des questions sur cette notion-là? Donc une homéose, c'est quand on voit un animal avec une structure d'aspect normal mais à une position anormale. Un gène homéotique, c'est un gène architecte, un gène qui est au-dessus d'autres gènes qu'on appelle des gènes ouvriers et qui va du coup commander ou réprimer, activer ou réprimer ces gènes ouvriers qui sont eux responsables de la formation d'une partie d'un animal. Et donc du coup, si ce sont pas les bons gènes homéotiques qui s'expriment, et du coup ils vont commander des mauvais gènes ouvriers entre guillemets qui n'auraient pas dû s'exprimer à un endroit donné, et du coup ça va donner un organe normal mais à un endroit anormal. C'est ce qu'on appelle une homéose, et du coup c'est une mutation des gènes homéotiques qu'on appelle les gènes architectes. Donc pourquoi gène architecte? Parce que l'architecte c'est celui qui pense la construction d'une maison, et ensuite il y a les ouvriers qui montent la maison. D'accord? Donc si je change le gène l'architecte, les ouvriers vont pouvoir vont être responsables de l'édification d'une autre maison entre guillemets. Donc là c'est pareil, si j'exprime un autre gène homéotique ou si à la place d'un autre, je vais du coup commander l'expression d'autres gènes ouvriers qui vont former un organe mais qui ne sera pas à la bonne place. Est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, celles-ci, tu vois, elles sont à l'âge adulte, donc ça veut dire qu'elles sont viables. Après, certaines, ça dépend si tu veux de ton homéose, et puis elles sont viables en fait dans des conditions de laboratoire, parce que tu te doutes bien qu'une bithorax qui a 2 ailes, son vol doit être très affecté, et donc du coup dans la condition de nature sous une pression de sélection de prédation, elle va se faire manger tout de suite, et du coup elle va pas, elle n'a pas une espérance de vie énorme. Pareil pour l'antennapédia, sûrement que en ayant une patte à la place des antennes, elle doit être affectée au niveau de ses sens, et donc du coup son espérance de vie, elle doit être très courte vis-à-vis de la prédation ou vis-à-vis de la nutrition, quoi, pour se nourrir. Donc oui, elles sont viables, certaines homéoses sont viables, mais dans des conditions de laboratoire où elles ne sont pas soumises à la prédation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Alors du coup, on va enchaîner. Troisième partie, on va regarder justement les caractéristiques structurales et fonctionnelles de ces gènes homéotiques, et qui sont d'ailleurs des caractéristiques communes entre guillemets. Alors déjà, ces gènes homéotiques, ils vont coder en fait des protéines qu'on appelle les protéines homéotiques ou homéoprotéines. Et en fait, à chaque fois, on retrouve dans ces protéines homéotiques ou ces homéoprotéines un motif, c'est-à-dire un ensemble de structures secondaires. Et c'est toujours une hélice alpha suivie d'une boucle et suivie encore de nouveau d'une hélice. C'est ce qu'on appelle le motif hélice boucle hélice. Et ça, on l'avait vu en fait en faisant la biochimie. Cette hélice boucle hélice, en fait, c'est un motif qui permet une interaction avec l'ADN. Et ces homéoprotéines, alors c'est ce qu'on appelle l'homéodéomène, cette zone, le motif hélice boucle hélice,
Et du coup, ce motif-là, ou cet homéodomaine, eh ben, il va permettre à la protéine d'interagir avec l'ADN. Et en fait, les homéoprotéines sont des facteurs spécifiques de transcription. Quand on les compare, quand on compare les gènes homéotiques entre les espèces animales, eh ben, on voit qu'il y a beaucoup de similitudes au niveau de leur séquence. Et notamment au niveau de cette séquence qui donne l'homéodomaine, qui est présente chez tous les gènes homéotiques et chez toutes les espèces animales. Donc on voit bien que ces gènes, ils ont vraiment un rôle fondamental puisqu'ils ont été gardés, conservés au cours de l'évolution. Et en fin de compte, ce rôle, il sera commun, il sera le même chez tous les espèces animales. Ils ont en fait un rôle de gènes architectes, de gènes qui contrôlent les autres gènes, les gènes ouvriers. Alors, si je regarde ici l'organisation de ces gènes, alors ici j'ai un document 8 de votre polycopier qui vous traite de deux espèces d'ailleurs qui sont relativement éloignées dans l'arbre d'évolution, puisqu'on a l'arbre phylogénétique. Ici, en haut, on a une drosophile, une mouche, et donc un arthropode hexapode, insecte. Et de l'autre côté, on a une souris, donc un vertébré mammifère. On a ici, on vous présente les deux embryons au stade d'organogénèse. Donc là, on commence à reconnaître la future larve, puisqu'il s'agit d'un développement indirect chez les drosophiles, donc en gros l'asticot. Et ici, on commence à reconnaître, on devine ici qu'on est à l'organogénèse, on voit très bien déjà la moelle épinière et ici les trois parties de l'encéphale. Et on a nos somites qui sont présents ici. Et on a les différentes régions ici avec la région cervicale, la région thoracique, la région lombaire, et puis va continuer à se former des somites avec la région sacrée et puis la région caudale, puisque la souris a une queue. Ici, on a les métamères, avec notamment les métamères thoraciques T1, T2 et T3, et puis après on a les métamères abdominaux. Et avant, on a les métamères céphaliques, mais vous vous rappelez, il y a des fusions au niveau de ces métamères céphaliques. Néanmoins, ici, on voit LA, c'est pour le labium, et MX pour les maxilles. Et on aurait devant, vous vous rappelez, le labre. Alors, ici, quand on regarde, le génome en fait de ces deux espèces, des gènes homéotiques. Alors, on va trouver des gènes homéotiques. Si je commence par les vertébrés, donc on étudie là dans cette partie-là les gènes homéotiques OX. Il en existe d'autres. Et des gènes homéotiques OX, on en trouve sur 4 chromosomes différents. Et quand on les regarde, en fait, on se rend compte que, par exemple, le gène A1, sur un des chromosomes ressemble fortement à un autre gène que l'on trouve sur un autre chromosome qu'on a noté B1 et qui ressemble à un troisième exemplaire, enfin à un autre gène sur encore un autre chromosome qu'on a noté D1. Alors vous allez me dire, mais il manque C1. Alors effectivement, il n'y a pas de C1 sur le 4e chromosome. Et ainsi de suite, on a fait ça. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'à chaque fois, on a trouvé finalement 13 gènes différents qui sont présents en plusieurs exemplaires. Parfois, comme par exemple, regardez le gène 13, il est présent sur chacun des chromosomes. Mais parfois, il manque un exemplaire, voire 2 exemplaires sur du coup un chromosome ou 2 chromosomes. Donc voilà. Donc on a ici une série de 13 gènes homéotiques. Autre chose, quand on regarde, on voit qu'il y a une disposition qui n'est pas n'importe comment. Par exemple, le gène A1, il est toujours situé en premier, du côté 3', alors que le 13 est situé toujours en dernier du côté 5'. Si je vais sur un autre chromosome, D1 est effectivement en 3', alors que D13 est en 5'. Et si je vais sur le 3e, B1 est effectivement du côté 3' et B13 est du côté 5'. Donc en fin de compte, il y a une sorte d'ordre, donc 1, 2, 3, 4 jusqu'à 13. Et le 1, c'est toujours côté 3', et le 13, c'est toujours côté 5'. Mais après,
hein, sur chacun des chromosomes, eh ben, il peut parfois manquer, hein, manquer un gène homéotique. Hein. Donc, autrement dit, eh ben, ce gène est absent. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser? Ben, on peut penser qu'au cours de l'évolution, en fait, à l'origine, il n'y avait qu'un seul chromosome qui portait 13 gènes homéotiques. Hein. Et en fin de compte, eh ben, cette partie de chromosome, hein, a dû se dupliquer. Combien de fois? Ben, 3 fois. Ça a donné du coup la première duplication, eh ben, 13 nouveaux gènes qui se sont finalement insérés dans un autre chromosome. Puis une deuxième duplication a formé du coup une troisième série de 13 gènes qui s'est inséré dans un autre chromosome, un troisième chromosome. Et puis il y a eu encore de nouveau une duplication et on a formé encore une série de 13 gènes qui se sont insérés dans un quatrième chromosome. Et puis au cours de cette histoire évolutive, eh ben, il y a eu des délétions de gènes, c'est-à-dire que sur ces 13 séries excusez-moi, 4 séries de 13 gènes homéotiques, et ben, par exemple, la série sur le chromosome, sur ce chromosome-là, ben, a perdu du coup le gène homéotique numéro 8 et le gène homéotique numéro 12. Donc du coup, c'est pour cela qu'on n'a pas de A8 et de A12, d'accord? Par contre, pour la série des B, eh ben, on a une délétion, une perte des gènes homéotiques, cette fois-ci B10, B11 et B12, et ainsi de suite. Par contre, si on regarde l'ensemble, eh ben, il n'y en a pas un seul qui nous manque, puisqu'on a effectivement à chaque fois un exemplaire 1, 2, 3, 4, 5 qui est présent, parfois en 2, parfois en 3, parfois en 4 exemplaires. Si je regarde maintenant ma drosophile, ma drosophile, c'est un peu pareil. Je vais retrouver aussi des gènes homéotiques, alors qu'on n'a pas appelé OX, mais qu'on a appelé HOM. Hein. Et alors on les appelle les HOMC. Hein. Et en fin de compte, ils sont eux-mêmes, alors ils seraient normalement au nombre de 13, hein, mais on voit bien qu'il nous en manque. Hein. Mais par contre, on a pu associer, hein, par exemple, ce qu'on a appelé le gène LAB. Hein, et ben, il est à associer, hein, il a beaucoup de ressemblances avec les gènes les gènes 1, excusez-moi, le gène homéotique OX1. Le CB, là, et ben, a beaucoup de ressemblances avec le gène homéotique 2 et ainsi de suite. Par contre, on n'a pas trouvé, du coup, on n'a pas encore trouvé de gène homéotique qui ressemble au gène OX3, hein, et ainsi de suite. Hein. Et en fait, on a défini 2 sous-groupes, hein, les gènes HANT et les gènes BX. Alors, les gènes HANT, et ben, notamment quand celui-ci est muté, ANTP, et ben, ça donne justement les fameuses les drosophiles qui présentent une homéose anténapédia, hein, donc des pattes à la place des antennes. Et quand un de ceux-là est muté, un BX, et ben, ça donne justement les bithorax avec la présence, par exemple, avec la présence d'ailes qui remplacent du coup les balanciers. Alors ces unités comme ça qui normalement devraient pouvoir aller jusqu'à 13 gènes homéotiques, et ben ça s'appelle du coup des complexes. Donc il y a un seul complexe chez la drosophile, quand il y a un complexe en 4 exemplaires finalement chez la souris. Est-ce qu'il y a des questions sur cette organisation? Alors là où c'est plus fort, là où ça devient hyper intéressant, et ça montre que ce ne sont pas ces gènes homéotiques qui forment eux-mêmes les parties de corps, mais qu'ils sont bien au-dessus et qu'ils contrôlent. Autrement dit, ils ne sont pas des gènes ouvriers, mais bien des gènes architectes. C'est que si on prend une drosophile qui a été mutée au niveau de l'AB, et ben cette drosophile, elle va présenter une tête complètement atrophiée, une toute petite tête. Et ben si on prend cette fois-ci une cellule œuf d'une drosophile LAB-, donc autrement dit, on prend une cellule œuf et on élimine le gène homéotique LAB,
Hein, vous vous rappelez, on avait vu ces processus d'élimination, on parle plutôt d'invalidation de gènes par knock-out, hein, par KO. Et si à la place, on lui met en fait le gène OXA1, d'accord? Donc on est d'accord qu'on a formé une cellule œuf, on a enlevé un gène homéotique de drosophile et on y a mis un gène homéotique de souris, hein, donc d'espèces qui sont très éloignées. Et ben ma cellule œuf, elle va se développer et elle va donner une drosophile normale et non pas une drosophile avec une tête atrophiée. Donc ça veut dire que former une tête de drosophile, c'est pas véritablement du ressort entre guillemets des gènes homéotiques, ce sont les gènes ouvriers. Par contre, si j'enlève un gène architecte de drosophile et que j'y mets un gène architecte, l'équivalent d'un gène architecte chez de souris, et ben les gènes ouvriers vont bien faire leur travail, ils ont bien été commandés. Donc effectivement, le gène architecte n'était pas celui qui venait de la bonne espèce, mais les gènes ouvriers ont bien été commandés, ont bien été contrôlés. Donc ça veut dire que le système de codage de l'identité des structures d'un organisme animal est universel. Hein. C'est-à-dire que le rôle de ces gènes homéotiques, c'est quelque chose qui est universel chez les espèces animales. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que ce n'est pas des gènes ouvriers. Parce que quand tu demandes, par exemple, je prends une image, quand tu demandes tu as un corps de métier où tu as par exemple le maçon qui monte les briques, tu as le plaquiste qui met le placo, tu as l'électricien qui met l'électricité dans l'immeuble, tu as le plombier qui met la plomberie, tu as le carreleur qui met le carrelage, etc. Tout ça, c'est des ouvriers, c'est-à-dire c'est des gens qui font des tâches, d'accord, qui vont faire l'immeuble. Mais au-dessus, tu as quelqu'un qui commande et qui dit, toi, tu dois faire ce travail-là maintenant. Là, après, c'est à toi de faire ce travail-ci. C'est maintenant à toi qui dois faire le troisième travail. Et du coup, tu montes l'immeuble progressivement. Et c'est quelqu'un qui ne fait rien, si tu veux, ce qui donne juste des ordres, du contrôle. Et c'est l'architecte. Et en gros, si tu as un architecte, on va dire, je sais pas quoi, français, qui contrôle des ouvriers, d'accord, français, si tu prends un architecte québécois et que tu le mets à la place de l'architecte français, du coup, il va faire exactement le même travail et il va donner les mêmes ordres. Et finalement, les jeunes ouvriers ont fabriqué la même chose, si tu veux. D'accord? Donc, si ce maçon, sa tâche était de monter, voilà, je sais pas quoi, 5 étages, que ce soit l'architecte français ou l'architecte québécois, il va monter s'il a l'ordre, il va monter les 5 étages et ainsi de suite. Donc en gros, notre gène lab, c'est pas le gène qui est responsable lui-même de la construction, de l'édification de la tête. C'est lui, par contre, qui donne l'ordre de cette construction-là. D'accord? Donc c'est lui qui va activer, qui va activer l'expression de tous les gènes qui permettent la formation en fait de la tête. Et quand je mets un gène OX1 de souris à la place d'un lab, il va donner la même idée. Tous ces gènes-là, vous devez vous activer, vous exprimer, et du coup, ça va édifier la tête. Par contre, ça va édifier une tête de quoi? Une tête de drosophile, puisque ce sont des gènes ouvriers de drosophile et non pas des gènes ouvriers de souris. Par contre, la commande, c'est les mêmes signaux, c'est le même principe. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Kélian? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Chez Oui. les végétaux, c'est le même fonctionnement? Alors, les végétaux, je botte en touche puisque ce sera le programme de spécialité. Donc, vous verrez qu'effectivement, il y a des gènes aussi de contrôle de l'édification des espèces végétales. Par contre, attention, là, ce sont pas du tout les mêmes gènes homéotiques, c'est-à-dire qu'il ne peut pas insérer un gène de contrôle végétal pour réaliser la même expérience. D'accord? Mais il va y avoir le même principe, hein, des gènes qui contrôlent d'autres gènes. Hein. Donc des gènes qui édifient, qui font le travail, et au-dessus,
tu as des gènes qui contrôlent qu'on active ou pas, on réprime ces gènes ouvriers, hein, ces gènes édificateurs. Ça va? Ok, merci. Alors, d'autres questions? Alors maintenant, on va passer du coup à ce qu'on appelle les profils d'expression. Donc ces gènes homéoptiques, eh ben, on va voir qu'ils s'expriment de façon différente au cours du temps et aussi à un moment donné au niveau de l'espace. Et ce profil d'expression, en fin de compte, va se faire selon justement leur ordre au sein du complexe. Alors ici, je vais du coup parler de ces petites barres noires. En fait, ces petites barres noires, les scientifiques ici ont à un stade donné, par exemple ici de développement, donc à un stade donné, je ne sais pas combien d'heures dans l'organogénèse, et ben ils ont prélevé des cellules à différentes positions selon l'axe antéro-postérieur. Donc des cellules à l'avant, des cellules un petit peu plus à l'arrière et ainsi de suite, et puis des cellules très à l'arrière. Et ils ont, dans ces cellules, ils ont dosé, ils ont quantifié la quantité d'ARN messager pour chacun des gènes homéotiques. Donc, ils ont regardé la quantité d'ARN messager LAB, CB, DFD, SCR, ANTP et ainsi de suite. Donc, autrement dit, ils ont mesuré l'intensité de la transcription. Donc, autrement dit, la quantité d'expression de ces gènes. Si les gènes s'expriment dans les cellules, ils mettent de la couleur noire. S'ils s'expriment pas, eh ben, c'est du blanc. D'accord? Si l'expression est, s'il y a beaucoup d'ARN messager, ça veut dire que du coup, le gène homéotique s'exprime fortement, le trait sera en continu. Alors que si c'est faiblement, il sera en discontinu. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit si on prend par exemple le gène LAB, eh ben, ce gène-là, il s'exprime dans des cellules qui sont situées à l'avant. Alors que, par exemple, le gène ABDB, donc c'est sûrement pour l'abdomen, hein, et ben, lui, regardez, il s'exprime beaucoup plus à l'arrière. Et quand on regarde les différents gènes, eh ben, regardez ici PB, hein, il s'exprime plus à l'arrière que LAB. Par contre, si je prends DFDB, il est situé plus à l'avant que DFDB, et ainsi de suite, hein, si vous regardez à chaque fois. Eh ben, on voit en fait en réalité que nos gènes, ils ont l'air de s'exprimer de façon organisée dans l'espace. En fait, plus ils sont situés à l'avant dans le complexe, hein, sur le chromosome, donc plus ils sont situés en 3', et plus ils s'expriment à l'avant de l'animal. Et plus ils sont situés en 5', plus ils sont situés à l'arrière du complexe, hein, donc sur le chromosome, et plus ils s'expriment dans les cellules qui sont situées à l'arrière de l'animal. Alors là, vous avez une carte d'expression à un temps t. Mais si vous aviez une carte d'expression à un temps T1, T2 et T3, vous verriez d'abord les zones, les traits noirs qui sont situés à l'avant, puis après, on aurait l'arrivée d'autres traits qui seraient situés au milieu, puis enfin, au milieu de l'animal. Et puis ensuite, on aurait les derniers traits ici, donc ceux qui sont situés à l'arrière de l'animal. Donc autrement dit, il y a à la fois un profil d'expression qui s'organise spatialement, mais aussi temporellement, hein, puisque plus le gène est situé en fin de compte proche de 3', et plus il s'exprime précocement, hein, et plus il est situé proche de 5', et plus il s'exprime tardivement. C'est ce qu'on appelle la collinéarité, hein, de l'ordre des gènes, hein, et de leur profil d'expression spatio-temporel. Autrement dit, l'ordre sur les complexes définit l'endroit où ils s'expriment sur l'axe antéro-postérieur, mais aussi le moment, ou plus exactement le début du moment d'expression, hein, l'ordre d'expression au cours du temps. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, si on regarde maintenant pour la souris, la souris, en fin de compte, c'est à peu près la même chose, hein. Alors, effectivement, si je prends le 1, ça a l'air de... Bon, globalement, il est quand même plus à l'avant que le B2, hein, que le 2.
hein, que le 3 et ainsi de suite. Donc, on retrouve cette idée aussi d'organisation spatiale selon l'axe de collinarité entre l'organisation, l'ordre sur le complexe et l'expression dans les cellules situées selon l'axe antéro-postérieur. Et il y a pareil, la même chose aussi au niveau du profil temporel, hein, c'est-à-dire que ceux qui sont 1, 2 et 3 s'expriment plus tôt que ceux qui sont notés 10, 11, 12 et 13. Alors, maintenant, reste à comprendre. Alors ça, du coup, vous devez être capable de faire un petit schéma qui présente rapidement. Alors, les noms, vous n'avez pas besoin du coup de les retenir. Hein. Vous pouvez même pas retenir qu'il en existe 13, c'est pas très grave. Hein, mais vous faites un schéma d'un embryon comme ça, avec du coup des profils et des petites boîtes sur l'organisation des complexes, hein, montrer justement cette collinarité. Hein. Vous pouvez même faire à la limite un temps T1 et T2 pour montrer qu'il y a à la fois une collinarité spatiale, mais aussi une collinarité temporelle. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Alors, dernière partie ici. Eh ben, quand on étudie justement la collinarité spatiale de l'expression de ces gènes OX, par exemple chez deux vertébrés, ici le poulet et ici la souris, et ici, on a représenté la colonne vertébrale. En fait, ce sont les différentes somites. Et donc, les 4 premiers somites, paires de somites, vont donner des vertèbres occipitales, hein, qui sont encore des vertèbres encore situées encore plus à l'avant que les vertèbres cervicales. Donc ici, ensuite, c'est les vertèbres cervicales, les vertèbres thoraciques, les vertèbres lombaires, sacrées et caudales. On voit bien d'ailleurs que notre souris, elle a une queue, alors que la poule, elle a quasiment pas de queue. Et là, en fait, on a marqué, on a mis en couleur ces différentes vertèbres et on a regardé en fait le profil d'expression, hein, des différents gènes homéotiques. Et quand on prend le poulet, par exemple, eh ben on voit que dans la dernière paire de somites qui donnera des vertèbres cervicales, eh ben on a l'expression du gène OXC5. Et à partir de là, il s'arrête de s'exprimer. Et dans la première paire de somites qui donneront des vertèbres thoraciques, eh ben, c'est plus le gène OXC5 qui s'exprime, mais à la place, on a le gène OXC6 qui s'exprime. D'accord? Et ben, quand on regarde chez la souris, et ben, si on regarde la dernière paire de somites qui donnera du coup une vertèbre cervicale, et ben, c'est aussi OXC5 qui s'exprime. Et que la première paire de somites qui va donner des vertèbres thoraciques, et ben c'est aussi OXC6 qui s'exprime et non plus OXC5. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser? En faisant cette comparaison-là, on peut penser justement que OX, et ben C5, il détermine les somites à devenir des vertèbres cervicales. Enfin, il détermine notamment le sclérotome, plus précisément des somites, à devenir des vertèbres cervicales. Alors que le sclérotome des somites où s'exprime OXC6 va les déterminer à devenir des vertèbres thoraciques. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris ça? Alors, on vous demandait, à partir du schéma, il fallait définir du coup quel serait le rôle de OXD9 et de OXD10. Alors, qui a du coup une solution à proposer? OXD9, il va déterminer le sclérotome, c'est-à-dire la partie des somites qui donne l'os, hein, donc les vertèbres ici. À donner quoi du coup? Des lombaires. Voilà, à donner des lombaires. Et par contre, OXD10, lui, va déterminer le sclérotome des somites à donner des vertèbres sacrées, hein, donc les vertèbres du sacrum chez nous, hein, par exemple. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et donc, du coup, on comprend que si j'enlève un OXC5 chez un embryon de poulet et que je le remplace par un gène OXC5 d'une souris, ça va donner la même chose. C'est-à-dire que le gène OXC5 va dire vous, les gènes ouvriers qui êtes là pour former des vertèbres cervicales, vous allez vous exprimer. Tous les autres gènes ouvriers qui seraient là pour former d'autres types de vertèbres, vous allez être réprimés.
Vous n'allez pas vous exprimer. D'accord? Donc voilà, cette expérience de transgénèse entre des poulets et des souris, on se dit c'est des vertébrés, et ben cette expérience elle fonctionne aussi, même si je vais sur des groupes beaucoup plus éloignés, comme tout à l'heure la drosophile et la souris. Autre expérience, l'expérience de knot-out. Knot-out, c'est quand on invalide. Si on invalide, par exemple, le gène OXC8, qu'est-ce qui se passe? Notre souris, elle récupère une vertèbre thoracique surnuméraire. Donc, autrement dit, elle a une cage thoracique qui va être un petit peu plus grande. Hein. Elle a une vertèbre de plus au niveau de la cage thoracique. Donc, ça veut dire que OXC8 doit participer à la détermination des somites, des vertèbres du coup lombaires et non pas thoraciques, puisque quand je l'enlève, je vois que c'est les thoraciques qui prennent le dessus. Donc du coup, elle doit être impliquée, mais pas la seule à être impliquée. Ce sera toujours un cocktail, ce sera plusieurs gènes OX qui détermineront une identité. Ce ne sera pas une seule et même identité. Donc ici, vous aviez d'autres images. Donc là, vous aviez un témoin. Et on voit ici l'embryon B. Cette fois-ci, on a surexprimé. Donc on n'a pas fait du knot-out, mais au contraire, on a rajouté d'autres gènes pour des gènes OXD6 pour qu'il y ait encore plus d'expression. Donc on a fait du knot-in. On a fait du OXD6, on a surexprimé OXD6 et qu'est-ce qu'on voit? On a un embryon de souris qui a des vertèbres avec des côtes tout du long. Donc autrement dit, les vertèbres notamment lombaires se sont transformées en vertèbres thoraciques. Donc ça veut dire que ce gène OXD6, il doit intervenir dans la détermination du sclérotome des somites pour qu'il donne des vertèbres thoraciques. Et là, par contre, OXA10, lui, ça donne des vertèbres sacrées. On voit bien qu'on n'a plus du tout de cage thoracique, on n'a plus de côte. Donc, toutes les vertèbres thoraciques et même d'ailleurs lombaires se sont transformées en vertèbres sacrées. D'ailleurs, regardez, c'est intéressant puisque thoracique 6, thoracique, c'est des vertèbres qui sont plus à l'avant, alors que les vertèbres sacrées sont des vertèbres qui sont plus à l'arrière. Et effectivement, c'est le gène 10, donc avec un numéro supérieur. Est-ce que ça, c'est compris? Alors, comment ça se passe? Du coup, quel est le processus? Le processus, en fait, c'est que ce sont tout au départ les structures environnantes qui vont décondenser l'ADN, mais qui vont la décondenser de façon différentielle. Donc ici, on vous a mis un complexe de gènes homéotiques, gènes 1, 2, 3, et puis on continuerait, on en aurait comme ça jusqu'à 13. Et on a la partie 3' et la partie 5'. Et du coup, les structures environnantes, comme par exemple la corde, comme par exemple le tube nerveux, vont envoyer des facteurs paracrines sur les cellules. Et si on est situé à l'avant, on va décondenser la partie 3', donc c'est-à-dire les gènes 1, 2 et 3. Si par contre on est à l'arrière de l'animal, la corde et le tube neural va envoyer d'autres signaux, d'autres facteurs paracrines, d'autres protéines sécrétées diffusibles et va à ce moment-là décondenser les parties en 5'. Si on est à l'avant, la décondensation sera très précoce. Si on est à l'arrière, la décondensation sera plus tardive. Et si je décondense du coup la chromatine, je donne accès aux promoteurs. Je donne en tout cas accès aux ARN polymérases. Je donne l'accès aux ARN polymérases aux promoteurs. Non, ça va pas dans ma phrase. Je donne l'accès. Je vais changer ma phrase. Mes ARN polymérases vont du coup avoir accès à mes promoteurs et vont pouvoir exprimer du coup mes gènes homéotiques. Et par exemple, tout à l'avant de l'animal, c'est uniquement le début qui aura été décondensé et donc du coup on aura l'expression du gène 1. Et du coup mes cellules qui sont situées à l'avant, elles auront un cocktail de protéines homéotiques, d'homéoprotéines qui seront la protéine A, OXA1 par exemple. Un peu plus en arrière, là il y a eu la décondensation à la fois
de la zone où est situé le gène 1 et de la zone où est situé le gène 2. Et du coup, s'expriment les deux gènes. Et du coup, si je vais un petit peu plus à l'arrière, là, je commence à tomber sur des cellules qui vont contenir à la fois la protéine homéotique A1, excusez-moi, et 2. Ça nous donne un cocktail qui va donner une identité B. Un peu plus encore à l'arrière, là, cette fois-ci, ce sont les 3 gènes qui s'expriment. Donc, on va avoir un cocktail fait de protéines homéotiques 1, 2 et 3. Donc, on a un 3e cocktail qui va donner une identité C. Et puis, ce qui peut se passer, c'est que le gène 1 va arrêter de s'exprimer et on obtiendra, par exemple, un cocktail 2 et 3. Ça nous donnera une identité, du coup, D. Puis ensuite, que le gène 3. Et on aura une identité, du coup, E, et ainsi de suite. Et en fin de compte, ce cocktail de gènes homéotiques va permettre l'expression de différents gènes. Je ne l'ai pas mis ça. En fait, en gros, ils vont venir intervenir comme des facteurs de transcription qui vont du coup exprimer d'autres, pas les mêmes gènes ouvriers, et du coup, on va avoir la formation d'organes différents. Par exemple, si on est à l'avant, des organes, par exemple des vertèbres cervicales, et si on est à l'arrière, par exemple, des vertèbres caudales. Alors, ces gènes homéotiques, ils interviennent. Là, vous avez un exemple de gène homéotique. Ici, par exemple, le gène OX6 et ici le gène OX10. Le gène OX6, il va donner des vertèbres thoraciques, alors que le gène OX10, il intervient dans les vertèbres lombaires. On voit qu'en réalité, lui, il va activer l'expression de gènes ouvriers qui codent la protéine MIF5 et MIF6, qui va activer des gènes qui codent pour d'autres protéines, et à la fin, le sclérotome va donner une vertèbre thoracique. Alors que là, on voit que le OX10, lui, réprime les gènes MIF5 et MIF6, qui sont des facteurs de transcription, spécifiques de transcription, et qui contrôlent eux-mêmes d'autres gènes. Là, ces gènes-là ne vont pas non plus s'exprimer, et du coup, le sclérotome va donner une vertèbre classique, une vertèbre lombaire. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, dernière partie, ce sont les gènes PAX. Alors, les gènes PAX, en fait, eux, ils vont déterminer en fait la régionalisation du somite. On avait vu qu'au sommet, on avait le dermatome, au milieu le myotome et en dessous le sclérotome. Et cette régionalisation, elle est justement induite par les structures voisines, par le tube neural, par la corde, par le mésoderme des pièces intermédiaires, et par aussi l'ectoderme. Ces structures vont envoyer aux cellules présomitiques, elles vont envoyer des signaux paracrines comme SSH, comme Wnt, on retrouve notre protéine Wnt, comme BMP4, qu'on connaît bien aussi, comme NT3. Et selon le cocktail de cellules paracrines, je vais donner du coup différentes cellules. Ici, je vais former ce qu'on appelle le sclérotome. Et ici, je vais former en fait ce qu'on appelle le dermomyotome, qui ensuite se scindera en myotome, ici et ici, et ensuite en dermatome, autrement dit, les parties qu'on a ici. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Du coup, on a terminé sur ces gènes homéotiques. Donc, retravaillez bien ces gènes-là. Donc là, oui, pour juste finir ces gènes PAX, on voit bien qu'au lieu d'agir selon l'axe antéro-postérieur, là, ils agissent selon l'axe dorso-ventral. Donc, mais c'est le même principe que pour les gènes OX, avec la même disposition en complexe et le profil d'expression spatio-temporelle. Donc aujourd'hui, vous allez avoir la dernière partie du coup du développement embryonnaire, autrement dit la différenciation. Donc vous allez voir, on va étudier
un type de cellule, pas tous les types de cellules, on va étudier uniquement les cellules musculaires et vous allez voir comment on peut passer justement d'une cellule du dermomyotome à une cellule musculaire qu'on appelle un myocyte. Donc un petit cours qui est assez rapide, qui n'est pas très difficile, peut-être pour justement réinvestir du temps sur ces processus d'induction et sur ces processus qui impliquent les gènes homéotiques. Je vous souhaite bonne journée.